Vous vous présentez s'il vous plaît, vous ciblez le communicant qui est ciblé par la question. Et donc on prend par vague de questions, on prend 5, on fait la réponse et on prend 5 autres pour réguler un peu. تفضل. ندخل غور ما ندخل غور. مريجة. Salam alaikum. Salam. Je me présente, c'est M. Guedou. Actuellement, je me présente en tant que chef de département au niveau de la Banque nationale d'Algérie. Concernant l'intervention de M. le professeur de l'université de Batna, j'ai entendu toute l'intervention. Vous avez fait un passage sur les banques ne financent pas les startups. C'est-à-dire qu'il y a des limites quant au financement des startups. Certainement, nous sommes d'accord, les fondements de l'entreprise, généralement, c'est l'idée, le personnel, l'environnement et le capital. D'après vous, les banques ne financent pas les startups. Est-ce que c'est un acte bureaucrate ou bien un acte préventif? Merci. Concernant l'intervention sur تجربة السودان, يعني نروح بالعربية. شاركت في إطلاق المنتوجات الإسلامية هنا في بجاية وجيجل. دونك عندي تجربة نوعا ما نقسمها مع الأستاذة. Vous avez parlé على من تجربة السودان. تجربة السودان c'est-à-dire رحتي في مجال الزكاة. زكاة بهدف غير مالي. c'est-à-dire l'objectif non lucratif. Donc, je me rappelle le jargon de M. Boudjilal, le fameux enseignant dans les finances islamiques, qui disait نزكيه ليصبح مزكي. هنا تجربة السودان الهدف تاعها هدف إنساني نزكيه ليصبح مزكي، ليس ما عندهاش أهداف lucratif, objectif lucratif, il n'y a pas. Revenons à l'objectif, au financement des banques. Généralement, في تجربة السودان ما هضرناش بزاف. التجربة اللي نجحت في السودان هي تجربة الزكاة. Les financements bancaires, jusqu'à maintenant, restent timides. Les financements bancaires dans le domaine de la finance islamique, المنتوجات الإسلامية. فكرت واحد الوقت في جريدة يومية القرضاوي يفتح النار على القروض على البنوك الإسلامية. لماذا؟ لأن البنوك الإسلامية حاليا الهدف تاعها تسويق منتجات جانسة للمالية التعاقدية. سيتادير المرابحة والإجارة عبارة عن منتجات تتشابه مع المنتجات في لا فينانس كونفونسيونيل. دونك اون لي فينانس. مي سي با سا لو بليز امبورتون بور لا فينانس اسلاميك. لا فينانس اسلاميك المشاركة في رأس المال، المضاربة. لماذا البنوك لم تشارك؟ في رأيي هل في نظرك المشكل مش مشكل يعني في مجال الضرائب؟ Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas. Donc les banques ils ne peuvent pas prendre le risque. ماذا بنا d'après vous, est-ce qu'il y a comment dirais-je, est-ce qu'il y a un autre projet pour aligner les produits de la finance islamique au même titre que les produits conventionnels en termes de bonification des taux d'intérêt, en termes des avantages fiscaux. نكونوا في منافسة comment dirais-je متساوية الفرص. شكرا. Bonjour tout le monde. Donc, je tiens à remercier tous les intervenants pour leur exposé. Chacun ramène une idée différente. Ça se complète certainement. Alors, deux constats. J'ai une petite question pour madame pour le Banque islamique. La question que je vous pose, كنقولوا مشاركة تجربة السودان فيما يخص مساعدتهم في مخص القروض العربية. تاعو قرض ولا يكون جوست زكاة. وكي نهضروا على الزكاة هناك قضية النصاب. النصاب لا كيستيون النصاب كي على لون تيرم، c'est-à-dire pour atteindre un certain seuil من بعد تكون الزكاة.
إذا واحد كان investissement déjà il donne de l'argent. Après comment il va récupérer son argent, c'est-à-dire النصاب هذا يستنى ما على باليش شحال العمر باش يوصل النصاب. Donc مشكلة النصاب هذه je pense c'est un grand problème. Donc comment régler ce problème par rapport au NESAB? Et dans l'ensemble, par rapport à une autre deuxième question, c'est concernant la modélisation. Je constate toujours dans l'économie, ils font beaucoup de modélisation. J'ai l'impression que le premier souci, c'est juste de trouver le modèle, d'accord? Mais ils ne cherchent pas, en réalité, à trouver un modèle optimal. C'est-à-dire de ramener un plus pour améliorer les résultats afin de les utiliser pour des résultats concrets économiques. Donc j'aimerais bien peut-être de solliciter un travail de collaboration entre, je ne sais pas, de différents secteurs, que ce soit économique, mathématiques, statistiques et tout le reste. Voilà, je vous remercie. Monsieur Mridji. Bonjour tout le monde. Premièrement, donc, je remercie les organisateurs de ce colloque pour nous avoir donné l'occasion de parler sur une thématique aussi importante. Je remercie aussi les communicants donc, pour la valeur de leur communication. Donc j'ai deux questions. La première pour le professeur Haran. Donc, vous avez parlé sur l'Algérie, donc elle doit s'inspirer des pays qui ont réussi à diversifier leurs économies. À votre avis, quel est le pays le plus proche que doit suivre l'Algérie pour réussir sa stratégie de diversification? Est-ce que c'est les pays du Golfe ou il y a des exemples en Afrique concernant la manière de diversifier et de sortir de cette dépendance des hydrocarbures? Concernant les stratégies, les solutions que vous avez proposées toujours, est-ce qu'il n'y a pas un secteur prioritaire? Parce que si on attaque tous les secteurs, tourisme, agriculture, industrie, est-ce qu'on a les moyens d'attaquer tous les secteurs en même temps? Ou l'Algérie doit faire une priorité, par exemple, à la pétrochimie, quelque chose qui est proche de ses moyens? Une dernière question pour monsieur le banquier. Donc, juste, est-ce que, concernant les réserves de l'Algérie, donc je ne suis pas vraiment un financier, mais on dit qu'ils sont donc stockés dans les banques américaines, qui ne donnent pas un taux d'intérêt élevé. Est-ce que ce sera vraiment utile si on ramène une partie de ces réserves et les mettre dans les banques nationales? Est-ce que ça va donner un effet positif pour diversifier l'économie et financer les petits projets, etc. Je vous remercie. Voilà. Donc ma question c'est pour monsieur du domaine professionnel. Donc je me présente, je suis Boudmar Mohamed Lamine, doctorat à l'université de Tizi Ouzou, UMMTO. Donc ma question c'est concernant le degré d'application. Vous avez parlé de Douglas North. Vous avez dit que, c'est la définition des institutions, c'est les lois et les règles formelles et informelles. J'aimerais rajouter un petit truc, c'est aussi dans sa définition, donc je cite North, c'est le degré d'enforcement, c'est-à-dire le degré d'application de ces lois et de ces règles. Donc ma question est la suivante, vous êtes du secteur bancaire, est-ce qu'il y a un degré d'application important ou pas des lois et des règles qui sont mises en œuvre ou qui sont décrétées? Et ma deuxième question, dans les conclusions, vous avez parlé d'encourager, comme ils font en Europe, c'est la monnaie numérique de banque centrale. Donc vous avez parlé d'encourager des crypto-monnaies pour les banques centrales. Comment peut-on encourager ces crypto-monnaies alors que la loi de finances de 2019 interdit l'achat, la vente, la possession et la détention de crypto-monnaies ainsi que le bitcoin? Et merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je donne la parole aux intervenants. Donc, salam alaikum. Donc, je me présente, M. Moussi, cadre des impôts au niveau du ministère des Finances. Donc, tellement j'ai beaucoup de choses à dire, mais de préférence, je pose ma question en globalité sur l'économie. Vous avez choisi un thème très important en matière de financement des petites et moyennes entreprises et start-up. Donc,
Je pense qu'actuellement, face à la mondialisation, un monde qui change et les données mondiaux qu'on vient d'assister, donc il faut faire face à ce changement par le biais d'une croissance espérée. Pour avoir une croissance, donc, ce n'est pas juste d'attaquer le financement. Il y a un problème global. Est-ce que aujourd'hui, les décideurs, on peut transmettre une copie de brillant à partir de là, de l'université de Bijaya, de préférence d'attaquer des réformes, par exemple d'investissement du système financier algérien, d'attaquer le secteur informel. Donc, les petites et moyennes entreprises, c'est comme on vient de débloquer des sommes colossales pour des jeunes entrepreneuriats sans avoir les guider ou bien les orienter sur tous les plans. Et je vous remercie. On vous remercie. Il nous manquait une communication sur les impôts, justement. On aurait aimé avoir votre contribution sur ce volet. Mais effectivement, ce n'est pas un volet exclusif, le financement. Donc, c'est un des volets, mais chacun a traité un aspect bien particulier. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je donne la parole aux intervenants pour faire leurs réponses. Tfadl. Donc, il y a une dernière question d'un étudiant. Tfadl. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je me présente Yahish Abdelrahim, étudiant en Natara EMB, Université du Bijaya. Donc, ce n'est pas une question, mais j'ai une petite remarque ou bien intervention concernant le financement islamique. Très bien. Vous avez parlé, madame, de financement islamique et vous avez parlé de zakat. Et selon la religion islamique, les principes, selon des textes coraniques directs, qui disent que le zakat est destiné pour la consommation directe au profit des pauvres. Et les 8 classes qu'ils ont bien définies dans un texte coranique, etc. Donc on ne peut pas exploiter la monnaie de zakat dans des investissements. La deuxième des choses, bien que le système financier islamique c'est un système parfait, mais jusqu'à maintenant, selon les ulama de Sharia islamique, ils n'ont pas encore, il n'y a aucun pays, il n'y a aucun pouvoir qui est arrivé à appliquer à 100% ce système selon les normes islamiques. Et merci. Shukran, merci. Donc, suivant l'ordre des interventions, donc je m'adresse à madame et puis donc, tfadli madame, pour les questions qui vous ont été adressées. Tfadli. Vous mettez le micro, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. إذا بسم الله الرحمن الرحيم نروح للسؤال الأول نتاع الأستاذ. طرح السؤال تاعو كان على تجربة السودان. قلت لي بأنه البنوك الإسلامية ما تقدمش تمويلات في شكل مضاربة ومشاركة، وكيفاش نقدروا نحفزوها باش تكون كاين عدالة أكثر في أنواع صيغ التمويل اللي تقدمها. السودان التجربة اللي ديناها تاع السودان هي تجربة نقدروا نقولوا تجربة إنسانية. هما استعملوا أموال الزكاة والمشرع نتاعهم ثم أباح استعمال الزكاة في هذا المجال. هما هذيك الأموال تاع الزكاة قدموها في شكل صيغ تمويل، مشاركة، مضاربة، كذا، في شكل صيغ تمويل للنوع هذا المشاريع. قلنا مشاريع فردية ومشاريع جماعية كانت موجهة للفقراء. إذن بالنسبة للبنوك الإسلامية هي تتهرب من التمويل بهذه الصيغ باش تتفادى المخاطر. هي المخاطر نتاعها عالية، كما قلنا في المضاربة البنك يحط 100% رأس المال يكون من عنده، وفي حالة الخسارة يتحمل وحده الخسارة، وفي حالة المشاركة يكون شريك في رأس المال ويتحمل نسبة الخسارة بناء على نسبة مساهمته في رأس المال. هنا البنوك الإسلامية تتهرب، هي فعلا راهي تتهرب يا أخي. ونقدروا نقولوا بلي المشكل هنا البنك الاسلامي نساو ولا بنك ولا غيره من البنوك. حنا كي قرينا البنوك قرينا بلي من الهدف الاساسي تاع البنوك هي تحقيق التنميه الاقتصاديه.
البنك هنا ينسى باللي هو هدفه الاساسي تحقيق التنميه الاقتصاديه، لانه هذه صيغ تمويل المشاركات هي اللي الصيغ اللي تساهم فعلا في التنميه والقضاء على الفقر وتوظيف ايدي عامله وكذا، ولكن تكتفي بهدفها في الربح كما مؤسسات ربحيه واحده اخرى، وتنسى باللي هي راهي كما نقولوا هي تدير عجله الاقتصاد لتحقيق التنميه. هنا نظن الحل اقتراحي انا انه مثلا يكون فرض نسبه معينه على البنوك الاسلاميه، انه لازم عليها مثلا نسب التمويلات نتاعها 40 50 ما على باليش نسبه معينه، وين اجباري تقدم تمويلات بصيغ المشاركات وماشي تقدم الصيغ اللي توالمها هي واللي تحقق لها ربح، ونلقاو انها دور وتقدم في نفس التمويلات اللي تقدمها البنوك التقليديه ولا البنوك الربويه. برك نمر للسؤال الثالث نتاع الطالب خاطر عنده علاقه مع السؤال الاول. الطالب قالنا اذا كان استعمال الزكاه هنا استعمال شرعي، دوك احنا الدراسه تاعنا دراسه اقتصاديه ماناش متخصصين في الناحيه الشرعيه. انا حتى تسميه البنوك الاسلاميه وليت نتحفظ اني نستعمل كلمه البنوك الاسلاميه، الله اعلم اذا كانت اسلاميه ولا ماهيش اسلاميه. احنا كي درنا كي دير دراسه ميدانيه وتروح للبنك ودير تربص وتشوف النسب تاع التمويلات نتاعها والشكل نتاعها، ما تحسش بانه كاين تمويل اسلامي على الاقل بالنسبه للبنوك نتاعنا. انا درت مثلا انا بالنسبه لي درت التربص تاعي في البركه لسنوات، يعني ما كنتش نحس باللي كاين فرق بينها وبين البنوك الربويه هذه للامانه ورأي شخصي هكذا. بالنسبه للسودان هما المشرع نتاعهم اباح لهم، كل دولة عندها الإفتاء نتاعها، هما المفتيين تاعهم أباحوا استعمال الزكاة، أموال الزكاة هذيك في استعمالها في شكل صيغ تمويل إسلامي موجهة للفقراء والفئة الهشة من المجتمع. نروح للسؤال إن شاء الله نكون إجابة كافية. أتفضل. أتفضل. شكرا على التدخل، ولكن قلتي بلي البنوك تتهرب، ولا حبذا نعوضوا البنوك لا تغامر، ما تحبش تغامر. والاساس ان صندوق الزكاه هو صندوق له خاصيه التمويل كبنك، وله خاصيه صندوق الضمان في حاله الخساره لا حاسب ولا رقيب، لانه لديه صلاحيات تامه كصندوق وكمؤسسه تمويليه. ولكن البنوك ما عندهمش المجال يخسروا، الهدف تاعهم الهدف تاعهم الربح. دونك احنا ما نتهربوش. حتى اذا كان يقدر يسترجع راس المال هو يفضل يروح للتمويل يجيب له الفائده، ماشي غير يسترجع راس المال. وامرهم شورى بينهم. بس مون كوتي اوسي جو بو دوني ان بليس. Le banquier, il ne peut pas prendre des risques pour faire plaisir, par exemple, à X ou Y. Nous sommes des commerçants au même titre que les autres. Donc, c'est l'État de revoir la politique de traçabilité via le service des impôts, comme il a dit notre collègue tout à l'heure, pour inciter les banques de participer à ce genre de produits risqués. C'est des risques aléatoires, ils ne sont pas maîtrisables. دونك البنوك لا تتهرب، مجرد راي، لا تتهرب البنوك، لا تغامر. عرفت تتحفظ على المصطلح. ميرسي بوكو. هي لا تغامر. احنا قلنا البنك ينسى انه مؤسسه لتحقيق التنميه الاقتصاديه، هو كيف يكون حاط الهدف الاساسي انه التنميه الاقتصاديه يغامر، بصح كي يكون هدفه هو الربح ما يغامرش. بالنسبه للسؤال الثاني تاع الاستاذه، قالت لي كيفاش هذا الشخص اللي نقدموا له التمويل يولي يقدم لنا زكاه، والزكاه عندها شروط ولازم مثلا دوران الحول ولازم نسبه معينه وهكا، حتى وحنا مش متخصصين في الناحيه الفقهيه. بصح هما بالنسبه لهذه تجربه السودان، هما لما فتحوا المجال وداروا تمويلات باموال الزكاه قدموا صيغ تمويل اسلامي، هو كان الهدف هو مساعده الفقراء والقضاء على الفقر وتشغيل الفئه الهشه. بصح يلقاو كنتيجه غير ما كانتش هي هدف، ولكن جات كنتيجه انه هذوك الفقراء اللي ساعدناهم داروا مؤسسات بعد مده من الزمن، بعد سنوات ولا قدروا انهم هما يولي عندهم راس مال ويكونوا قادرين على اعطاء الزكاه، ولقاو انهم كانوا يبادروا، كانوا سباقين لاعطاء الزكاه نظرا لانهم لمسوا الزكاه كيفاش قدرت تغير لهم حياتهم. ان شاء الله تكوني اقتنعتي. شكرا.
Merci. Donc, pardon. Je peux revenir sur un deuxième tour de questions s'il est nécessaire. Hein. Donc, ok, merci Madame la Présidente. Donc, je voudrais revenir sur la première question, sur la bureaucratie. Vous avez cité la bureaucratie, elle est partout. Elle n'est pas uniquement au secteur bancaire. Au contraire, je vois qu'elle est moins présente au niveau du secteur bancaire que dans d'autres secteurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, prévention. Les banques, lorsque elles veulent accorder un crédit, elles doivent également courir un risque. C'est leur métier, c'est la fonction principale d'une banque. Mais elle doit calculer le risque. Quand elle doit calculer le risque, quand il y a un projet porteur, elle s'engage. Nous avons vu des banques au niveau des États-Unis qui ont déclaré faillite ces derniers temps. Et c'était des banques destinées spécialement pour les startups au niveau de Silicon Valley. Donc, c'est la fonction principale d'une banque. Elle doit accorder des crédits, elle doit calculer ses risques et elle encourage. Je n'ai pas dit également qu'il y a une réticence de la part des banques pour financer, mais j'ai dit qu'il faut encore davantage encourager les banques à accorder des crédits à ces startups. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pour l'intervenant qui a posé sa question sur quel est le pays le plus proche. Il n'y a pas de pays plus proche, il y a des stratégies. Et quand j'ai cité le Qatar, on ne peut pas dupliquer l'expérience du Qatar par rapport à l'Algérie. Il y a des spécificités. Vous avez le Norvège qui a également diversifié son économie, qui est allé vers une autre stratégie. Vous avez d'autres pays qui ont des stratégies un peu différentes, mais globalement, aller vers une stratégie qui pousse l'économie à plus de diversification. Et là, il faut dénicher quels sont les secteurs porteurs. Vous avez des secteurs qui sont porteurs en Algérie qui ne sont pas des secteurs porteurs au Qatar, par exemple. Je prends un exemple. Le secteur financier au Qatar est tellement très développé, mais ce n'est pas grâce au Qatar. Il y a d'autres intervenants qui sont sur le marché qatari pour développer ce développement du secteur financier. Donc, il faut aller vers des secteurs prioritaires, il faut les dénicher, il faut voir. Je vous donne un exemple, prenez le cas de l'agriculture. Notre pays est très riche. Vous pouvez développer l'agriculture des primeurs et se placer sur le marché nord-américain, se placer sur le marché asiatique, se placer sur plusieurs marchés. Et il y a de tas d'exemples. Autre exemple, j'ai cité le secteur des hydrocarbures. Vous pouvez également diversifier au sein du même secteur. Pourquoi exporter de la matière brute? Pourquoi on n'a pas développé chez nous? Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, professeur. Donc, le bonjour. Il y a 3 questions. Donc, je commence par les réserves de change. Est-ce que nous pouvons les mettre en Algérie? En fait, les réserves de change, c'est un excédent de devises qui est à la disposition de la Banque centrale. Donc, pratiquement, on ne peut pas le mettre en Algérie. Pourquoi? Parce que il n'y a que le dinar qui est consommé au niveau local. Les réserves de change, elles sont converties en achat de bons de trésor américains. Donc, ce que je trouve, c'est la dette souveraine la plus liquide sur la planète. Donc, il y a d'autres options d'utilisation donc des réserves de change. Il y a certains pays, il y a le Qatar, il y a les pays du Golfe, il y a la Norvège, qui ont par exemple construit des fonds souverains.
des fonds souverains qui disposent d'un capital social en devise et qui font des investissements un peu partout dans le monde. Ça, c'est l'une des options qui n'est pas retenue par l'Algérie. Il y a également l'achat de l'or. Donc, il y a certaines banques centrales maintenant, c'est à la mode, notamment suite à la crise de l'Ukraine. Les banques centrales achètent beaucoup d'or, mais au niveau local, donc on le transforme en dinars. C'est ce que fait la banque centrale en réalité, parce que en 2009-2010, on avait 200 milliards de réserves de change. Le dernier rapport à mars de la Banque centrale, on parle de 65 milliards de dinars. Donc, pratiquement, ça refait 150 milliards à partir des réserves de change. Donc, tous les déficits budgétaires de l'État ont été financés par une transformation d'une partie des réserves de change. J'espère que j'ai répondu à la question. Le deuxième, par rapport à North. Donc, Douglas North, c'est l'un des piliers. Donc, pour comprendre la logique de North, il faut le situer avec deux autres auteurs. Donc, le premier, c'est Coase, c'est le prix Nobel 91, pour sa théorie de la firme. Et le deuxième, c'est Oliver Williamson, également un prix Nobel 2009, je pense, par rapport donc au coût de transaction. North, la logique de North, qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, la théorie de North, elle a évolué à 3 fois. Donc, on parle de North sur son article sur les institutions. Après, on parle de North sur l'ordre social et la violence. Et à la fin vers les années 2000, il parle donc d'introduction de tout ce qui est religion, tout ce qui est culture, tout ce qui est aspect culturel dans l'économie. La question que vous avez posée, je l'ai entendue dans une conférence de Douglas North qu'il a posée lui-même à Coase. Donc, Coase, il parle de théorie de la firme, donc comment l'entreprise est créée, comment la logique de l'entreprise vis-à-vis du marché, comment l'entreprise décide d'internaliser certains coûts au lieu de les faire acheter sur le marché. Et North, il pose la question, mais ça c'est l'explication du marché, mais comment ce concept évolue. Et c'est là le concept de la théorie de North, c'est le renforcement par des systèmes sous-jacents aux institutions sociales, aux institutions, aux coutumes, aux lois, qui permettent de renforcer l'application des lois. Il y a un des indices de la qualité des institutions qui peut être cité, c'est la qualité de la réglementation, qui est, en d'autres termes, qui est la capacité du gouvernement à formuler et à faire appliquer certaines lois. On a vu par rapport donc, à notre article que la loi, elle est utilisée pour la création de marchés, pour freiner, pour faire évoluer. Effectivement, donc c'était une présentation bref, je ne pouvais pas donc détailler la théorie de North, mais c'est l'un des contributeurs principaux sur la théorie des institutions et sur la nouvelle économie institutionnelle. Parce que après North et Ronald Coase, on met en place un nouveau courant qui est appelé nouvelle économie institutionnelle et qui explique donc l'intervention des institutions dans la création de coûts de transaction et dans l'explication des modèles, en quelque sorte pour améliorer l'interprétation du modèle néoclassique de la croissance. Par rapport à la crypto-monnaie, il faut distinguer entre la crypto-monnaie et la crypto-monnaie de la Banque centrale. Effectivement, la crypto-monnaie, elle a été interdite en 2016, je pense. Donc, circulation, détention et tout. Mais la crypto-monnaie de la Banque centrale, elle a été adoptée en 2022. Il y a un nouveau texte qui est adopté. Vous pouvez le trouver facilement sur le site de la Banque d'Algérie. La création de la crypto-monnaie de la Banque centrale,
qui est très différente, n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, donc Bitcoin et consorts. En fait, la crypto-monnaie de la Banque centrale, c'est une réponse à une demande naturelle des gens qui ont besoin d'une certaine anonymat, donc dans la détention et la circulation des fonds. Et après 2001 et la crise de septembre 2001, donc je dirais tous les flux internationaux sont contrôlés par les États-Unis, d'où la création de la crypto-monnaie. C'est en quelque sorte pour sortir de ce diktat de contrôle. La crypto-monnaie de la Banque centrale, elle a été adoptée, elle sera donc en premier lieu mise sur le marché interbancaire, donc elle sera en circulation donc, au niveau des banques. Après, donc, ils vont voir. Il y a plusieurs pays qui ont adopté la crypto-monnaie de la Banque centrale, notamment les pays du BRICS, qui ont adopté une crypto-monnaie donc entre eux, et qui a laissé pas encore faite. Mais il y a une trentaine de pays qui ont adopté la crypto-monnaie, avec 5 pays qui ont commencé. En Afrique, il y a le Nigeria, qui a déjà la crypto-monnaie de la Banque centrale, mais elle est parfaitement autorisée. Il y a un texte en 2022, je vous renvoie à ce texte, et elle est très différente de la crypto-monnaie des bitcoins. Voilà, merci. Merci, j'espère que les questions posées ont trouvé leur réponse. Je ne sais pas, madame, si vous avez un complément à rajouter avant de clore. Alors oui, je souhaite juste rebondir sur un point important que la dame a souligné, c'est sur l'usage de l'économétrie dans la science économique. Alors ce point, il me dépasse parce que déjà la communauté scientifique, elle est complètement divisée sur ce sujet. Donc il y a des scientifiques qui disent que, des économistes qui disent que l'usage de l'économétrie est important et inéluctable pour pouvoir par exemple publier dans des revues prestigieuses et privilégient les travaux qui utilisent plus l'économétrie avancée. Et d'autres, peut-être comme vous, je ne sais pas si vous partagez cet avis, qui sont complètement contre en disant que ça ne reflète pas vraiment la réalité puisque ça reste un modèle restreint, un modèle qui ignore un certain nombre de facteurs. Donc, moi, je me situe peut-être entre les deux. Pour moi, pour ma part, ça reste une méthode statistique qu'on pourrait utiliser pour aboutir à des résultats plus ou moins fiables, statistiquement fiables. Maintenant, concernant l'usage de l'économétrie sur l'économie algérienne, ça pose problème. Pourquoi? Votre question, pourquoi ne pas mettre en place un modèle général, global, qui englobe l'ensemble des facteurs? C'est pas aussi évident, surtout lorsqu'on traite l'économie algérienne, lorsqu'on cherche les données sur l'économie algérienne, elles sont pas du tout accessibles. Et pire, des fois, elles sont fallacieuses, c'est-à-dire elles ne reflètent vraiment pas la réalité sur le tas. Et donc, du coup, on travaille avec les moyens de bord, les données de la Banque mondiale, comme notre collègue tout à l'heure l'a bien souligné. Donc, on travaille avec les données qui sont plus ou moins disponibles et qui peuvent être fallacieuses. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais je pense que oui, donc il faut un travail sur ça. Peut-être il faut plus de transparence, plus de traçabilité et aider la communauté scientifique et mettre à leur disposition l'accès à des données beaucoup plus fiables. Maintenant, sur le deuxième point, et je partage votre avis, vous avez raison, c'est ce manque de collaboration entre les différentes spécialités, les matheux, les informaticiens et nous en sciences sociales. Oui, il y a un manque criant sur ce plan-là et j'espère que ça va s'améliorer. Donc, je partage complètement votre avis. Donc, j'espère que... Merci. Je ne sais pas si... Bon, le président me fait signe qu'il faut faire une pause, donc je suggère aux gens qui veulent encore poser des questions soit de les poser directement concernés ou là de reprendre dans les ateliers de l'après-midi. De toute façon, on a 2 ateliers qui se dérouleront dès 13h, dès la pause déjeuner. Au sein de cet amphi, cet auditorium pour un, et pour l'autre, c'est en salle 1 du bloc 2, bloc d'enseignement 2. Donc, ils vont se dérouler sur deux sessions, 13h et 15h, et puis 2 autres ateliers demain, Inch'Allah, pour clôturer en fin de matinée. Donc, je suis désolée,
de couper, mais on me fait signe que je suis vraiment gênée, mais apparemment il faut faire la pause. On reviendra dans l'après-midi. Rien ne m'empêche de garder les questions, même si elles sont adressées à des gens qui ont intervenu ce matin, mais les généralités, elles reviennent un peu dans toutes les communications. Donc, je vous invite à garder vos questions et puis de les poser dans le prochain débat, que j'espère il aura plus de temps. Je vous remercie pour votre présence, votre patience, et puis on se retrouve dans l'après-midi, Inch'Allah. Merci à vous.